Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue de la part de Athénéum Librairie, de la part de l'Institut français. Merci Pascal d'être ici. Et de la part des membres du Cercle de littérature français Athénéum. Nous allons avoir une interview avec Margot et Marie-Hélène Lafont, qui malheureusement n'est pas ici par cause des grèves en Paris. Et nous avons établi un lien Zoom qui va nous permettre d'être qu'elle est virtuellement ici. Je donne la parole à Margot et après je vais vous dire encore un peu plus sur le prix du Cercle. Merci. Mag geapplaudisseerd worden? Ja. Voilà, Margot. Voilà, c'est mieux comme ça, peut-être. Là, vous me voyez, c'est bon? Oui, je vous vois très bien. Très bien. Mais merci beaucoup René, merci beaucoup à tout le monde avec nous ce soir. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas Marie-Hélène Lafont avec nous ici en physique, mais... Vous croyez bien que je le regrette. Elle aurait vraiment beaucoup aimé aller voir les tableaux de Van Gogh et d'autres tableaux au Rijksmuseum. Malheureusement, c'est le... et être avec nous ce soir. En vrai. Oui. Mais c'est comme ça. Au moins, vous êtes avec nous comme ça, c'est mieux que rien, n'est-ce pas? On va faire comme si vous étiez avec nous. Je vais vous poser quelques questions, je vais vous demander de lire quelques extraits, et puis il y aura quelques questions dans la salle sans doute, parce qu'il y a pas mal de membres de notre cercle de lecture de la librairie. En fait, vous savez, Marie-Hélène, on a lu pas mal de livres ces 2 dernières années, surtout pendant le confinement. Et puis, à chaque fois, on donne des notes après, enfin. Et puis, c'est vous qui avez gagné. C'est comme ça que le prix s'est fait. Je vous entends plus très bien là. Ouais. Alors, dans notre cercle de lecture, on donne des notes pour les livres qu'on a lus. Oui, vous en tant que professeur, ça doit vous faire plaisir. Là, c'est sérieux. Et là, vous avez gagné le gros lot. Donc, c'est comme ça qu'on vous a invité avec la librairie Athénéum et avec l'Institut français, évidemment. Oui. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui aimeraient se joindre à notre club de lecture, le cercle de lecture, je crois qu'ils pourront, ou elles pourront s'adresser à René. Faire un peu de publicité quand même pour notre cercle. Marie-Hélène, évidemment, nous allons parler de votre très très beau livre Histoire du Fils, qui a été traduit par Katelijne de Vuist, qui est ici avec nous quelque part dans la salle. Oui, elle est là. Et elle est en plus à côté de votre éditeur Mark Vleugels. Et je crois que c'est bien de dire quand même qu'ils n'ont pas attendu le prix Renaudot. Ils l'avaient déjà acheté et même publié avant que vous ayez le prix Renaudot pour ce très beau livre. C'est quand même bien. Hein. Et je les remercie très vivement tous les deux. Applaudir, hein, quand même. Ouais. Ah, mais c'est bien. Faut quand même un peu d'enthousiasme dans cette salle. Marie-Hélène, vous avez publié une œuvre importante. Vraiment, j'ai compté, peut-être je me trompe, mais j'ai compté à peu près 21 titres. Il y a des essais, des romans, des récits, des nouvelles, des interviews. C'est quand même incroyable. Vraiment une œuvre importante. Disons que j'ai commencé à écrire tard. J'ai commencé à écrire à 34 ans. Et j'écris depuis maintenant 26 ans. Et comme j'ai commencé à écrire tard, je n'arrête jamais, en fait.
Voilà. Comme s'il s'agissait de, non pas de rattraper le temps, mais comme si j'avais le sentiment que je n'aurais pas assez de temps. Donc, je travaille beaucoup et j'écris des livres courts. Tous mes livres sont courts. Ce qui donne en effet une liste un peu, qui commence à être un peu impressionnante, mais ce sont souvent des textes très très serrés. Oui, ce sont des textes très denses. Ce ne sont pas des textes faits rapidement, ni très faciles d'ailleurs, je pense. Donc, non, le nombre de titres... Ils ne sont pas très faciles d'accès pour les lecteurs. Et quand j'ai commencé à publier avec mon éditeur, nous avons pensé, même si mon éditeur ne l'a pas dit, mais j'ai pensé moi pendant longtemps que mes livres resteraient des livres très confidentiels, lus par un petit nombre de lecteurs. Et je suis très étonnée de voir 20 ans après, puisque j'ai le même éditeur depuis le début, je n'ai jamais changé, j'étais très étonnée de voir à quel point les livres ont conquis un public beaucoup plus large que celui auquel je pensais pouvoir prétendre, alors que je n'ai fait aucune concession, ni dans la matière dont je parle, ni dans la langue et la construction des livres. Et Histoire du Fils, du point de vue de la construction, est un de mes livres les plus complexes. On va en parler tout à l'heure. D'abord, je voudrais revenir un peu à la source de votre écriture, de votre vie, parce que vous êtes né, vous avez grandi dans le Cantal, n'est-ce pas, dans une ferme, dans la ferme de vos parents, oui. Entouré de 33 hectares, oui. Sans voisins. Oui. Incroyable quand même. Donc vous avez vraiment une jeunesse paysanne, on peut dire. Oui. Et d'où le fait que c'est au monde rural que vous avez consacré peut-être la plus grande partie de votre œuvre. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de cette jeunesse oui. Au Cantal pour qu'on puisse comprendre un peu plus d'où vous venez? Parce que nous, on est à Amsterdam ici, on est très loin du Cantal. Oui. Et moi, je vis depuis 42 ans à Paris. Très loin du Cantal aussi, et avec un lien très fort avec le Cantal. Un lien jamais coupé. Je dis que je me suis arrachée à ce milieu et que j'y suis restée attachée. Arrachée et attachée. Les deux vont ensemble. Et quand je dis milieu et lieu, les deux en même temps. Donc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans une famille paysanne depuis toujours. Tout le monde, du côté de mon père comme du côté de ma mère, jusqu'à nous, jusqu'à ma génération, tout le monde avait toujours été paysan. Et dans le Cantal, dans un périmètre restreint, jamais personne n'était parti, n'avait quitté géographiquement le lieu et n'avait quitté sociologiquement, socialement le milieu. Voilà. Et ma sœur et moi sommes les premières à l'avoir fait en partant faire des études. Alors, c'est très générationnel. En France, ça correspond vraiment à un mouvement qui a saisi toute une génération. Ça avait commencé au début du XXe siècle et ça a continué pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Ça s'appelle l'exode rural et les femmes surtout ont massivement quitté les campagnes. Sont parties vivre alors dans des petites villes parfois ou bien dans des plus grandes, et les garçons, quand un enfant est resté, c'est le cas dans ma famille, c'est le garçon qui est resté. Et les autres sont partis et les fermes se sont regroupées. Donc, la manière de vivre, de travailler,
d'être paysan, dont j'ai été témoin pendant l'enfance et l'adolescence, elle a tellement changé qu'elle a disparu. Et quand j'étais enfant et adolescente, les adultes, mes propres parents, nous disaient ça, nous avertissaient, nous enfants. Ils nous disaient, c'est fini. Le monde dans lequel vous vivez est fini. Il va falloir partir. C'est-à-dire que je l'ai toujours su. Que je ne serai pas paysanne, que je ne vivrai pas cette vie-là et que je ne resterai pas à cet endroit-là. Et ça, c'est fondamental pour l'écriture. Parce que le désir d'écrire, je l'ai eu très tôt, dès l'enfance. Et le désir d'écrire, c'est noué, c'est tissé à cette vision d'un monde en train de disparaître. Donc, à 34 ans, quand je commence à écrire, je sais que d'abord, je vais écrire sur ce monde. C'est donc contre l'oubli de ce monde que vous avez commencé à écrire. Oui, pour inscrire une trace. J'aime bien dire que inscrire et écrire, c'est la même famille de mots. Donc, inscrire une trace de ce qui disparaissait, non pas pour dire que c'était mieux avant et que c'était dommage que ça disparaisse. Cette nostalgie-là, je ne l'ai pas du tout. Certains de mes lecteurs l'ont. Et l'introduisent, eux, c'est leur liberté de lecteur, en lisant mes livres. Mais moi, je ne l'ai pas. En revanche, il y avait comme une sorte de fidélité à ce milieu des origines, dans cette nécessité à inscrire une trace. Quand bien même la trace, parfois, est douloureuse, parce que ce n'est pas du tout un milieu ni idéal, ni idéalisé. C'est un milieu rude. Est-ce que vous pourriez nous décrire, par exemple, une journée de votre jeunesse lorsque, je ne sais pas, vous aviez 10 ans, par exemple? Oui. Alors, parce qu'il y avait des animaux, il y avait de la nature, il y avait les paysages, il y avait des promenades pour vous? Alors, jamais de promenade. Les paysans, ça ne se promène pas. Je ne sais pas si les paysans se promènent en Hollande, mais en France, les paysans ne se promenaient pas, jamais. Ils travaillent. Ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps. Les paysages, tout ça. Alors, si vous voulez, donc moi je suis allée à l'école, bien sûr, hein, et j'ai adoré l'école. Je suis toujours professeur, donc j'en suis jamais sortie. Hein. Mais quand on n'était pas à l'école, nous, les enfants de paysans, on participait vraiment au travail. Hein. Donc, la ferme était seule au milieu de 33 hectares, à 1000 mètres d'altitude. Hein. Donc, un paysage de prés, de très vert, des prés, des arbres, une rivière, et sur les hauteurs de la commune, à 200 mètres, 1200 mètres d'altitude, là, plus d'arbres et un paysage comme des steppes où paissent les vaches. Une très forte présence des animaux domestiques, exclusivement des vaches, pas de moutons, pas de chevaux ou très peu, des vaches. Et mes propres parents faisaient la traite des vaches le matin et le soir et transformaient le lait en fromage le matin et le soir. Donc, on ne partait quasiment jamais parce qu'il fallait être là pour traire les vaches. Et nous, les enfants, on participait, par exemple, l'été de manière très active à la fenaison pour engranger le foin pour nourrir les animaux pendant l'hiver. Parce qu'à 1000 mètres d'altitude, c'est déjà de l'agriculture de montagne. Donc les animaux, encore aujourd'hui, hein, restent enfermés dans les étables de novembre à peu près jusqu'au mois de mars-avril. Et il faut les nourrir. Vous voyez, donc il y a des contraintes liées au climat, aux saisons, qui sont très fortes et dont les enfants nous-mêmes connaissons dès notre plus jeune âge les particularités. On habite dans des maisons magnifiques en pierre, en ardoise, les toits d'ardoise bleue et en bois. L'architecture traditionnelle est très présente. Pas beaucoup d'ouverture, les maisons. Et déjà, quand je suis enfant, déjà, c'est très important, la télévision.
C'est-à-dire que le monde arrive par l'écran. Je grandis dans un univers dont je perçois très tôt qu'il est très singulier parce que je vois bien à la télévision que ailleurs les autres ne vivent pas comme ça. Oui. Qui ici connaît le Cantal? Qui est déjà allé au Cantal? Clermont-Ferrand, etc. Oui, Aurillac. Ah oui, il y a quand même la moitié de la salle qui connaît, donc ça va. Ah bravo. Oui. Alors, moi, il se trouve que je suis née à Aurillac et mes parents ont passé tout près d'Aurillac toute leur enfance et leur adolescence. Mais Aurillac, c'est la ville du Cantal. Il n'y en a qu'une. Hein. Et dans le village dans lequel j'ai grandi, en tout, dans tout le territoire de la commune, il y a 200 habitants. Vous voyez ? Et la population, dans les 40 dernières années, a beaucoup diminué. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées. Les magasins ont fermé. Vous voyez, ce sont des lieux qui se sont repliés, qui se sont vidés. Les forces vives sont parties en ville gagner leur vie. Je l'ai fait, moi. Donc, voilà, ça s'inscrit, tout mon travail d'écriture s'inscrit dans ce tissu historique, sociologique et économique. Tout mon travail. Pour montrer un peu par votre écriture votre relation à la nature et au paysage, et plus particulièrement à l'arbre, Marie-Hélène, je vous demande de lire un tout petit extrait d'un très beau livre rose qui s'appelle Chantier, qui a été publié aux éditions des Buscla. Vous aimez lire. Est-ce que vous voulez lire ce petit extrait de la page 11? Tout à fait. Depuis toujours, très très longtemps avant de se frotter au latin et d'être frotté de latin, très très longtemps avant de lire Flaubert et Homère, elle a eu cette histoire avec les arbres en particulier et avec le pays, voire le paysage, voire les paysages en général. Et je dis dans ce texte quelque chose de très essentiel, qui est que dans l'enfance, dès l'enfance et l'adolescence, j'ai une chance incroyable, j'appelle ça une grâce. C'est que la beauté du paysage m'est sensible, j'y suis sensible. Alors que dans le milieu dans lequel je vis, on ne dit jamais c'est beau. On ne nomme pas les choses et on ne dit pas c'est beau. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'éprouve pas, hein, mais on ne le dit pas, parce qu'on ne parle pas des choses sensibles et intimes. Vous voyez ? Et moi, j'ai une chance incroyable, c'est que très tôt, ce que je vois autour de moi m'émerveille. Et ça n'a jamais cessé. Encore aujourd'hui, je passe 10 semaines par an à cet endroit-là et je suis émerveillée tous les jours. Tous les jours. La nature, l'arbre et le Cantal sont ancrés dans votre corps, vous dites oui, assez souvent. Tout à fait. Oui. Comment est-ce qu'il faut imaginer ça, ancré dans votre corps? Oui, et ben je vais vous dire comment. Donc, très concrètement, donc je suis fille de paysan. Avec ma sœur, l'été, quand nous sommes en vacances, que faisons-nous pendant une grande partie des vacances? Nous faisons les foins avec notre père. Faire les foins, ça veut dire, à cette époque-là, c'est plus du tout comme ça aujourd'hui, hein, ça veut dire avoir un râteau et râteler tout le pré, pas à pas. Hein. Donc, passer une partie de l'été à arpenter le pré avec le râteau, je peux vous dire que le paysage vous rentre littéralement dans le corps, par les pieds, par le geste, par le travail. C'est d'abord comme ça qu'il rentre, le paysage, vous voyez, comme on dit qu'une leçon rentre. Voilà, comme ça, et puis on est immergé dans le paysage tout le temps. Et moi, j'ai une sorte d'hypersensibilité à ça. Donc je regarde, voilà, hein, et ça me traverse, littéralement. Et quand je pars à Paris à l'âge de 18 ans, je l'emporte avec moi, comme un trésor. Ça ne me manque pas, hein. Ça ne me manque pas.
je vais m'adapter très vite à Paris. Je l'ai en moi. C'est comme si ça coulait dans mon sang, dans mes veines. Et quand je commencerai à écrire, à 34 ans, ça sera disponible à l'intérieur de moi, la matière du paysage. Vous voyez? Les impressions, les odeurs, les sensations, du toucher, du goût, ça sera à l'intérieur. Et c'est là aussi que commence ce que j'appellerais une galerie de tableaux. Oui. Parce que j'ai l'impression que votre œuvre, vous en avez écrit donc plus que 20. Là, j'ai les pays, j'ai Joseph, j'ai Mo. Il y a plein d'autres livres qui sont ici sur la table en vente après la rencontre. J'ai l'impression que vous faites d'une certaine manière une galerie de tableaux parce que dans chaque livre, vous prenez un élément de toute cette famille régionale, non seulement les familles qui y vivent, mais aussi la nature, le paysage. Et ce sont des touches d'un peintre, je dirais presque. Et si on réunit toutes ces touches, si on fait vraiment la galerie de vos œuvres, de vos ouvrages, on arrive à avoir un beau tableau pas de Rembrandt ou de Van Gogh, mais de Marie-Hélène Lafon, je dirais. Vous savez, je dis toujours, et ça n'est pas du tout une formule creuse, j'aurais aimé être peintre. Ah bon? Oui, oui. Mais c'est pas ma matière. Ma matière, ce sont les mots. Mais j'aimerais écrire comme on peint. Alors, voilà, comme Cézanne peint, comme Van Gogh peint, comme votre Rembrandt peint. Oui. C'est-à-dire incarner le monde avec des mots. Et j'aime beaucoup que vous nommiez, enfin que vous disiez que mes livres sont des tableaux, parce qu'ils sont aussi des tableaux. Voilà. Il faut donner à voir le monde, les choses, les êtres, leurs émotions, leur silence. Donner à voir. Voilà. Alors moi, je ne sais pas peindre, je ne sais pas composer un tableau, j'aime en voir, j'aime écrire sur la peinture, mais je ne suis pas peintre. Je n'ai à ma disposition que les mots. Que les mots, je sais pas, c'est déjà pas mal que des mots. C'est ça. Qui dans la salle a déjà lu Histoire du Fils? Ah, il y a quand même des gens qui l'ont pas lu. Parce que j'aimerais parler avec vous aussi de ce très beau livre Histoire du Fils. Mais dans ce cas-là, je vais peut-être aussi dire un peu de quoi il s'agit. Oui. Donc, l'histoire est située autour de Chanterelle. Chanterelle, un village qui se trouve donc au Cantal, proche et d'autre part qui se situe également dans le Lot. Le livre, je veux dire. Du côté du Puy-de-Dôme, n'est-ce pas? Tout près. Tout près. Tout près du Puy-de-Dôme. Alors, dans ce village habite une famille, la famille Lachalme, et il y a un garçon, Paul, qui va être fondamental pour ce livre parce qu'il va être le père ignoré du petit garçon André. Et André se trouve au cœur du roman. Il part à Aurillac, Paul, et là, il fait la connaissance de Gabrielle, qui est l'infirmière au lycée, et malgré leurs différences d'âge, ils deviennent amants. Hélène est un peu plus âgée que Paul, et en plus, elle vient donc d'un milieu différent. Ils partent ensemble à Paris, ils montent à Paris. Et Paul, il fera carrière et bon, elle tombe enceinte. C'est pas très clair si lui, Paul, le sait oui ou non, mais je suppose quand même que oui. Mais bon, c'est ma propre interprétation. Et donc, le fruit de leur relation sera leur fils, André. André ne restera pas à Paris avec sa mère. Il sera élevé dans le Lot par Hélène, la sœur de... pardon ? La sœur de Gabrielle. Oui, la sœur de Gabrielle, qui, donc, Hélène est mariée à Léon, ils ont 2 filles, et bon, en fait, c'est une enfance assez heureuse qu'il aura dans cette famille-là. C'est un très, très beau roman, je trouve, et là, c'est le moment
qu'il faudrait peut-être parler un tout petit peu de la composition, parce qu'il y a 12 chapitres qui ont pour titre une date. Et les dates vont de 1908 à 1919, à 1950, jusqu'à 2008, en fait. Donc, on fait des bonds en avant et en arrière dans le temps. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il y a beaucoup de silence, il y a un côté tragique, il y a aussi un côté, plutôt de bonheur. Mais c'est vraiment au lecteur de faire le puzzle, de faire l'histoire. Comment vous êtes arrivé à nous donner cette composition assez difficile? Vous nous faites travailler, Marie-Hélène. Oui. Alors, Histoire du Fils, donc, comme vous l'avez bien dit, c'est une histoire de filiation. Être le fils d'un père sans savoir si ce père sait que vous existez. Voilà. André, qui est donc le fils et le personnage principal du roman, même s'il y a plusieurs fils dans ce roman, au fond. Oui. On m'a fait remarquer que j'aurais pu l'intituler Histoire des fils. Oui. C'est vrai. Oui. Mais celui-là, donc, André, qui est le personnage central, a lui-même un fils, d'ailleurs, aura lui-même un fils, et il est fils inconnu d'un père inconnu. Bon, il n'empêche qu'il va construire toute une existence en dépit de ce gouffre initial. Bon. Et en fait, cette histoire, peut-être que je le précise, je ne l'invente pas du tout. C'est une histoire de famille avec la révélation d'un secret qui s'est réellement passé, non pas dans ma famille, mais dans une famille que je connais très bien, depuis très longtemps. Ça s'est produit en 2012, et on m'a aussitôt demandé, cette famille-là, qui me connaît depuis l'enfance, et qui avait lu mes livres précédents, quand cette histoire est arrivée, comme ça arrive parfois dans les familles, un secret est découvert, un secret est révélé, cette famille m'a dit « tu vas bien nous la raconter ». C'est-à-dire qu'on m'a confié l'histoire. Ah bon? Et on ne m'a pas tellement laissé le choix. On eût été très déçus si j'avais dit non. D'autant plus que cette question de la filiation, de la transmission, est une question qui traverse tous mes livres. Donc évidemment que c'était une histoire pour moi. Voilà. Sauf que cette histoire-là, je me suis dit, comment vais-je la raconter? J'avais un siècle d'histoire, 100 ans. Oui. Ouais. 1908-2008. Oui. Et quel siècle? Oui. 14-18, 39-45, 2 guerres mondiales. J'avais plusieurs familles, j'avais plusieurs lieux. Enfin, j'ai presque envie de dire, j'en avais trop de matière. Donc, j'ai fait comme toujours, j'ai laissé décanter. J'ai laissé poser. À cette époque-là, j'écrivais un autre livre. J'étais sur un autre chantier. J'appelle ça comme ça. Un chantier, l'écriture d'un livre. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu longtemps. Et quand j'ai vraiment commencé à écrire, ce texte-là en 2016, j'ai commencé par « On était à l'étude », c'est-à-dire Paul, 16 ans, élève de seconde, au lycée d'Aurillac, qui s'ennuie terriblement, et on est en janvier 1919. Et Paul comprend, il sait que la guerre est finie, et qu'il ne deviendra pas un héros de guerre. C'est trop tard. Il s'ennuie terriblement, et là, il va faire la rencontre que vous avez dite. Il n'y a qu'une femme dans le lycée de garçons, il n'y en a qu'une. À cette époque-là, en France, dans les lycées de garçons, tous les professeurs sont des hommes. Il n'y a aucune mixité. Paul, lui, il aime déjà les femmes. Il n'y en a qu'une. C'est l'infirmière. Elle va faire l'affaire. Même si lui a 16 ans et elle 32. Voilà. Je n'invente pas ça. Vous avez été témoin de cette famille. Vous les connaissez tous. Je suis leur témoin. Incroyable. Voilà. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment est-ce qu'ils vont trouver? Oui. Ils ont magnifiquement réagi au livre, vous voyez. Et donc,
moi je commence par raconter janvier 1919. Et ensuite, j'écris d'abord une première version du livre en laissant venir les tableaux, parce que ces chapitres sont des tableaux, comme ça, dans un ordre qui n'est pas chronologique et qui s'impose à moi. Bon, je me rends bien compte que c'est pas chronologique. Je me rends bien compte que c'est complexe. Mais le premier jet du livre, la première version du livre, vient comme ça. Ensuite, j'essaie de remettre l'ordre chronologique et je me rends compte que le livre n'existe pas. Ça ne tient pas. Il n'y a aucun rythme narratif. C'est plat comme un trottoir. Donc, je conserve cet ordre-là, même s'il n'est pas chronologique, même si je sais que je vais donner du travail au lecteur. J'ai l'habitude de donner du travail au lecteur. Je lui en ai toujours donné depuis mon premier livre. Ben, on adore faire que vous nous faites travailler. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des lecteurs pointus, affûtés, travailleurs, exigeants, qui n'aiment pas qu'on leur mâche le travail et qu'on leur dise comment penser et quoi ressentir. Donc, je vis dans le luxe. Donc, je garde cet ordre-là et j'ajoute les dates. Vous voyez, les dates, titres de chapitre pour éclaircir la situation, donner des indices, parce qu'il faut que ça soit intelligible, évidemment. Hein. Et je précise seulement que le premier tableau, celui d'avril 1908, je l'ai écrit en dernier. Vous voyez, j'ai reculé le plus longtemps possible. Je ne savais pas comment écrire ça. Il fallait que je l'écrive, ça. Mais je ne savais pas comment. C'était trop tragique. Oui, j'imagine. Je l'ai écrit en dernier, sinon il n'y avait pas de livre. Je savais qu'il fallait l'écrire et commencer comme ça. Vous parlez souvent, si vous parlez du processus d'écriture de vos livres, de rumination et de décantation. Oui. Décantation, oui, c'est bien ça. Comme si c'était un vin. Comment ça se passe dans votre tête? J'en sais rien. Ça se passe. Alors, ce que je peux préciser techniquement, c'est que je ne prends pas de notes. Je n'ai pas de carnet de rumination. Rumination, vous observez que ça vient du vocabulaire paysan. Je rappelle que mes parents avaient des vaches. Je rumine. Oui, d'accord. Et je parle de décantation ou je parle de maturation. Le matériau mûrit comme un fromage dans une cave. Ça mûrit. Et je ne sais pas comment ça se fait. Et je crois que je préfère ne pas le savoir. Parce que si je le savais, ça ne se ferait peut-être plus. Non. Voyez, je crois qu'il y faut du secret. Ouais. Il faut du secret pour qu'il y ait de l'écriture. Ouais. En tout cas, moi, j'attends beaucoup. Je laisse poser beaucoup. Et surtout, je retravaille énormément. Vous voyez, la première version que j'écris, à la main, sur des carnets. Ensuite, je la rentre dans l'ordinateur. Je dis que je l'engrange, comme on met le foin dans la grange. Et là, je la retravaille une première fois, vous voyez. Et ensuite, je vais retravailler à voix haute, en lisant le texte à voix haute. Voilà. Oui, justement, vous adorez lire les textes à haute voix, ça je le sais, pour vous avoir entendu lire dans des festivals. Et vous avez dit que la lecture à haute voix est un instrument de travail. Le corps, pour vous, est un instrument de travail. Qu'est-ce que le fait de lire à haute voix vous apporte? Comment ça vous travaillez avec? Comment vous faites ça? Pourquoi c'est tellement important? Moi, je ne sais pas faire autrement pour essayer de mettre le mot juste, au sens musical du terme, à la juste place, pour trouver le bon rythme de la phrase, pour bien placer la ponctuation. Essayez de bien la placer. La ponctuation, c'est fondamental. Savoir si je vais mettre l'adjectif avant le nom ou après le nom. Savoir si je vais mettre un seul adjectif de 3 syllabes ou 3 adjectifs d'une seule syllabe chacun. Ça, je ne peux le travailler qu'à voix haute. Il faut que j'entende le texte. Si je ne l'entends pas, le texte n'existe pas. Si je ne le respire pas, au sens propre du terme, c'est-à-dire
le faire sortir par le souffle, j'arrive à rien. Donc, j'ai fait comme ça dès que j'ai commencé à écrire. Hein. Mais plus le temps passe, plus je relis inlassablement les textes, vous voyez. Et quand je les relis à voix haute, par exemple, même quand ils ont été publiés, qu'ils sont partis, qu'ils sont en principe finis, hein, quand je les lis à voix haute, les textes, souvent, je ne lis pas tout à fait ce que j'ai écrit. Je modifie encore la ponctuation, par exemple, vous voyez, ou je vais déplacer un mot, ou je vais en enlever un. Le texte n'est jamais fini, au fond. Il bouge toujours. Sauf quand il est publié, parce que là, vous ne pouvez plus le faire bouger. Est-ce que Marie-Hélène, je peux vous inviter à lire le premier extrait que j'avais choisi de votre livre? Dans Histoire du Fils. Oui. D'accord. Donc la page 57, donc le 17 août 1934. Pas tout le chapitre, mais les phrases que j'avais indiquées. Oui, là, le passage que vous aviez marqué. Oui. 17 août 1934. Elle est partie. Sa mère est partie, le train l'a emportée. Il préfère qu'elle ne soit plus là, mais il sent qu'il ne faut pas le dire, ni le laisser paraître, même si on ne cache rien à Hélène. Lui, André, ne peut rien cacher à Hélène, qui voit à travers sa peau, à l'intérieur de ses os, dans les plis emmêlés de son cerveau. Hélène voit, mais elle ne gronde pas, elle ne juge pas, ne fronce pas le sourcil, n'élève pas le ton, ne pince pas la bouche. Elle embrasse, elle prend sur les genoux, elle ne dit pas beaucoup de paroles, elle prépare un gâteau, on va avec elle au jardin cueillir des fraises tièdes ou des framboises velues, elle caresse la nuque à la naissance des cheveux. Il ne comprend pas comment Gabrielle et Hélène peuvent être sœurs et filles du même père et de la même mère. Il n'a pas connu les grands-parents, il les voit sur la commode dans la chambre de Léon et Hélène. Sur la photo, ils sont déjà vieux et se tiennent raides dans leurs gros habits. La grand-mère a un peu de moustache. Ils sont tristes parce qu'ils ont perdu 2 fils à la guerre, à la Grande Guerre. Léon le lui a expliqué. Gabrielle ne ressemble à personne. Elle est sa mère, elle vit à Paris, elle vient 2 fois par an, 1 semaine à Noël et 3 semaines en août. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle en disant Gabi. On ouvre les volets et la fenêtre de sa chambre pour aérer et on pense à elle parce que dans cette maison, on a de la place et du temps pour penser à ceux qui sont loin. Il préfère que Gabrielle soit loin, mais il se tait. Il l'a embrassée à la gare, il a senti son parfum de Paris, le parfum des arrivées et des départs qu'il garde dans le nez et la gorge. Il le respire encore, le mâche, l'avale et le déglutit. À Figeac, l'été, sa mère ne se parfume pas. Elle se lave beaucoup, longuement. Elle dit que la chaleur tue le parfum. André écoute sa mère et ne lui pose pas de questions, jamais. Gabrielle porte des robes claires, ajustées sur sa taille mince, qui découvrent à peine le mollet, la cheville, les poignets, la nuque et le cou. Elle fuit le soleil, ne se baigne pas, ne se baigne plus. Elle vient d'avoir 47 ans. Il a calculé que c'était une vieille mère, même si elle reste longue et vive dans ses robes de Paris. Quand le museau carré et chaud de la locomotive est apparu au bout du quai, Léon a sauté dans le wagon pour caser les valises de la Parisienne. Léon parle comme ça. Il a ces mots à lui qu'André aime bien. Ce sont des mots qui arrangent les choses, font rire ou sourire et consolent le monde. Il préférerait qu'Hélène et Léon soient ses vrais parents et les cousines ses vraies sœurs. Il préférerait, mais il a toujours su la vérité.
Gabriel et sa mère, et on ne connaît pas son père. Il en a un, mais personne ne le connaît. Il vit certainement à Paris, mais pas avec sa mère, ou à Lyon, ou à Marseille, loin et dans une grande ville. S'il vivait dans un petit endroit comme Figeac, il ne pourrait pas être son père sans être connu de tous. Pas de père inconnu à Figeac. Depuis quelques jours, sans savoir pourquoi, André se demande si ce père aurait voulu le connaître, lui, André, s'il voudrait le connaître. Il a un père inconnu et il serait donc lui aussi un fils inconnu. Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'est très beau. Donc, il y a ces deux femmes qui m'ont beaucoup intéressée. Ce sont des personnages formidables, des portraits magnifiques. Ces deux sœurs. Il y a Hélène, qui est vraiment la mère par excellence, d'une certaine manière, et Gabrielle, qui va à Paris, qui veut vivre une vie beaucoup plus libre, qui cherche une vie différente, pour qui Aurillac est beaucoup trop petit. C'est magnifique, ces deux sœurs, ces portraits. Alors, les deux sœurs, pour le coup, je ne les invente pas, dans la mesure où quand on me raconte l'histoire, elles sont là, elles existent. Mais comme je ne pose pas de questions, je suis comme André, je ne pose pas de questions supplémentaires, donc il me fallait leur trouver un prénom, par exemple. Vous voyez, le prénom ne m'a pas été donné par le réel. Le réel m'a vraiment donné toutes les péripéties de l'histoire, il m'en a même donné trop, j'en avais trop de péripéties, m'a donné des situations invraisemblables. Le réel est souvent invraisemblable, mais je n'ai pas de prénom. Je n'ai pas non plus de photos. Je n'ai pas de description de ces femmes, vous voyez. Mais en revanche, ce que j'ai, c'est le lien. Le lien entre les deux sœurs. Un lien extrêmement fort qui résiste à tout, y compris à ce qui peut paraître chez l'une, celle qui part à Paris, comme une sorte de désinvolture absolument incroyable. On a le sentiment qu'elle ne demande pas son avis à sa sœur. Elle fait les choses avec un instinct très sûr, elle choisit de garder cet enfant, elle est fille-mère à 37 ans en 1924. C'est une situation totalement scandaleuse. Elle est infirmière de formation. Elle pourrait trouver des moyens pour faire passer, comme on disait, c'est-à-dire se débarrasser de cet enfant. Elle le garde et elle décide de le confier à sa sœur. Et son instinct est sûr, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important. Ce garçon, cet enfant, aura une enfance extrêmement heureuse, qui lui sera une sorte de force définitive, comme un trésor pendant toute sa vie. En dépit de l'absence du père, André, le fils inconnu, va construire une vie heureuse et pleine, parce qu'il a ce trésor de l'enfance infiniment aimé. Il a été infiniment aimé. Voilà. Et ce n'est qu'après son mariage, en fait, qu'il va chercher qui était son père. Voilà. Il va, au fond, vraiment chercher qui est son père quand il va lui-même devenir père. Oui. Ce qui, je crois, est très, j'ai envie de dire, très prévisible. Voilà. Et j'ai rencontré à 2 reprises celui qui ne s'appelait pas André, mais que moi j'ai appelé André et qui m'a raconté lui-même sa propre trajectoire de vie. Et il ne manquait pas une occasion de souligner à quel point c'est le fait d'être père lui-même qui l'avait amené à se poser des questions qu'il s'était très peu posées auparavant. Voilà. Et c'est son épouse, celle que j'appelle Juliette, qui l'a accompagné sur ce chemin-là. Et en même temps, je crois que c'est très présent dans le livre, cet homme-là a un instinct très sûr du bonheur. Il sent, il flaire qu'il n'y a rien de bon, rien de généreux à attendre du côté du père inconnu. Oui. Donc, il ira à Paris une fois, il n'y retournera pas. Et quand il se risquera à nouveau sur le terrain et le territoire du père, au fond, il aura pris la précaution de laisser passer assez de temps
pour que le père soit très âgé, soit mort. Donc, il se protège, voilà, parce qu'il veut rester debout, rester vivant. Marie-Hélène, vous qui êtes tellement occupée de trouver le bon mot, le mot juste, on peut même dire que vous êtes peut-être obsédée par, d'une certaine manière, par la recherche du bon mot. Vous avez dit que vous avez des patrons. Flaubert, le saint patron des écrivains morts, et Pierre Michon, le saint patron des écrivains vivants. Pourquoi ces deux-là? Ces deux-là parce que... Alors, en ce qui concerne Flaubert, ça n'est pas original. Hein. Mais vous en parlez quand même beaucoup. Oui, je dis volontiers que je vis un peu avec lui. Et comme il est quand même très mort, il ne me contrarie pas. Il est très patient. Et il est très généreux, parce qu'on peut le relire à l'infini, on ne l'épuise pas. Et en fait, le texte par lequel j'ai vraiment noué un lien indéfectible et toujours renouvelé avec Flaubert, c'est ce court texte qui s'intitule Un cœur simple, qui est un texte de la fin. Hein. Il est publié 8 ans avant la mort de Flaubert. Voilà. Et pour moi, c'est son texte central, majeur. Et c'est un texte qui raconte la vie d'une servante, fille de paysan. Elle a d'abord été fille de ferme. Voilà, hein. Et c'est pas l'univers habituel de Flaubert. Hein. Flaubert, il est plutôt du côté de Madame Bovary ou d'éducation sentimentale, ou alors carrément à Carthage, hein, avec Salammbô. Hein. Mais il n'est pas dans la cour des fermes ou dans les cuisines. Et là, il y va avec une sûreté d'instinct telle que le texte est d'une justesse absolue d'un bout à l'autre. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de surplomb. Vous voyez, voilà. Et ça, pour moi, c'est une leçon d'écriture radicale. Il n'y a jamais de jugement dans vos livres non plus. Hein? Non, jamais. Non. Et j'essaie de bien me tenir, et toujours, je pense, à ce texte de Flaubert. Hein, voilà. Et j'aime les écrivains du style, de la langue. Hein, voilà. Flaubert peut me raconter à peu près n'importe quoi. Hein, ce qui compte pour moi, c'est la musique qu'il va donner à sa phrase. Voilà. Et là, parmi les écrivains vivants, en français en tout cas, hein, celui qui, à mon avis, pousse cette affaire-là, cet art-là de la langue le plus loin, c'est Pierre Michon, qui a peu écrit, des livres pour la plupart très courts, sauf les vies minuscules, hein, mais qui est un maître absolu de la langue. Voilà. Et qui en plus, Pierre Michon pour le coup, hein, écrit souvent à partir aussi de vies, comme il les nomme, minuscules, c'est-à-dire des 100 mots, voyez, des personnages infimes qui ne sont pas des héros, oui. Et auxquels il donne toute la noblesse de la langue. Voilà. Et c'est ce geste-là qui fait que je le considère, lui, comme le saint patron des écrivains. Oui, mais vous êtes très proche quand même aussi. Non seulement géographiquement, mais dans la langue et dans le style aussi. Hein. Vous pouviez être frère et sœur presque, littérairement. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis sentie... Si vous voulez, l'écriture de Pierre Michon, je l'ai découverte tard. Je l'ai découverte en 95. Et c'est parce que je l'ai lu, lui, et 2 autres écrivains français vivants, que j'ai enfin osé me mettre à écrire moi-même. Vous voyez? Et qui sont les 2 autres? Pierre Bergogneau et Richard Millet. Ah oui. Et la Corrèze, la Creuse, le Cantal, une sorte de massif central complètement lessivé par ce qu'on appelle l'exode rural, dont il était question plus haut, hein, une sorte de socle comme ça, hein, géographique, géologique, hein, marqué par les saisons, marqué par l'histoire, et c'est un socle commun. Et je découvre, quand j'ai déjà 33 ans,
qu'il y a des écrivains vivants qui sont en train de faire une œuvre à partir de cette matière-là. Et moi, je veux écrire à partir de cette matière-là, et je n'ose pas le faire jusqu'à 34 ans. Et quand je lis Pierre Michon, je me sens comme collée au mur, vous voyez, sans autre solution vitale, quoi, que de m'y mettre, que de commencer à écrire. Voilà. Et j'envoie mon premier texte à Pierre Michon, qui m'encourage. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Et que j'ai le bonheur de connaître depuis, et que j'ai le bonheur parfois, dont j'ai le bonheur parfois de lire certains textes sur scène, avec une troupe de comédiens qui a mis en scène les vies minuscules de Pierre Michon. Donc le lien avec son œuvre est vraiment indéfectible. Vous êtes très proche, oui. Très proche, très fort. Oui. Là, je regarde un peu la salle parce qu'il y a des gens qui, peut-être, entre-temps, ont pensé à des questions, des remarques. N'hésitez pas, c'est pas à moi toute seule de poser les questions. Je sais que vous avez, pour la plupart, je dirais, lu au moins Histoire du Fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, qui ose, n'ayez pas peur, qui ose poser une question? Oui. Est-ce que Schauk, la troisième rang, a une question? Elle a le micro. Je vais peut-être tourner comme ça l'écran. Je suis curieuse et je me demande pourquoi cette famille vous avait demandé de raconter leur histoire dans un livre pour l'écrire. Vous avez entendu la question? Non, j'ai pas bien entendu la question, mais vous pouvez peut-être me la répéter pour le coup. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Elle aimerait savoir pourquoi cette famille vous a demandé d'écrire leur histoire. Pourquoi cette famille m'a demandé d'écrire l'histoire? Oui. Oui. Alors, je peux préciser les choses. En fait, cette famille-là me connaît depuis que j'ai 12 ans. Donc, ils me connaissent, on se connaît depuis très très longtemps, on est très liés. C'est comme une deuxième famille pour moi, comme une famille de cœur, si vous voulez. Et quand cette histoire arrive, quand ce secret est révélé, comme on est en 2012 et que j'ai déjà publié au moins 4 ou 5 livres, et qu'ils les ont tous lus, et qu'on est vraiment très proches, ça leur paraît, mais ils ne se posent même pas la question, hein, ça leur paraît absolument naturel, de me demander d'écrire cette histoire qui est totalement romanesque, voyez. 2, ils ne doutent à aucun moment que je vais accepter. Ils sont certains que je vais accepter parce qu'ils savent très très bien que ces questions de transmission, de filiation, voilà. Hein. Être un fils, qu'est-ce que c'est être un fils? Voilà. C'est une question qui traverse tous mes livres. Ils me connaissent suffisamment ma propre famille pour savoir que, évidemment, cette histoire-là est pour moi. Et je peux même donner une précision supplémentaire. C'est pas moi qui ai trouvé le titre du livre. Histoire du fils. C'est ma sœur. Donc, vous voyez, c'est vraiment une histoire de famille. Ma sœur, à qui j'ai résumé cette histoire, m'a dit, évidemment que tu vas l'écrire, cette histoire, et tu l'intituleras Histoire du fils. Ma sœur avait parfaitement raison. Donc, vous voyez, elle était faite pour moi, quoi, cette histoire. Même si, je répète, il m'a fallu à peu près 4 ans de décantation, 4 ans de silence et 4 ans d'attente, parce que j'avais trop de matière. Il y avait trop de péripéties. Dans mes livres, il n'y a pas de péripéties. Il ne se passe quasiment rien. Il arrive très peu de choses dans mes livres. Et là, dans la vraie vie, il en arrivait tellement que j'étais un peu dépassée. Donc il a fallu que je laisse le temps faire son travail.
Merci beaucoup. Moi, j'aurais une petite question avant de vous donner de nouveau la parole à la traductrice Kathleen, si elle veut bien. Parce que je sais que vous avez été en contact. Kathleen, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as... Mais quel défi la traduction t'a fait? Est-ce que c'était particulièrement difficile par certains points? Est-ce que c'était plutôt pas difficile? Quels étaient les éléments dont tu pourrais parler de la traduction? De toute façon, un livre facile à traduire, ça n'existe pas. Chaque livre est difficile à sa manière. S'il est très bien écrit, c'est plus facile que si c'est moyennement écrit, parce que là, on doute. Tandis qu'avec ce texte-là, j'avais aucun doute. On entend la musique et il faut que cette musique doit résonner en néerlandais aussi. Donc voilà, c'est très juste, c'est très précis. Donc ça me pose en principe moins de problèmes qu'un texte qui est un peu flou, qui est un peu vague. Et bon, le seul défi, c'est que en néerlandais aussi, il faut choisir le mot juste. Et donc là aussi, ça demande beaucoup de travail, retailler le texte, voilà. Mais je dois dire, c'est vraiment un plaisir de traduire des textes comme ça, parce que justement, à cause de la clarté, à cause de la précision, à cause de la justesse du style, et voilà. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Moi, en fait, moi, je ne sais que le français. Je veux dire par là que je suis incapable, évidemment, de traduire quoi que ce soit, mais de lire vraiment une autre langue que le français. Vous voyez, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand, enfin toutes les langues, je les lis en traduction. Et c'est toujours vertigineux pour moi de savoir qu'il y a des gens qui sont suffisamment enfoncés dans deux langues, voire plus, enfin là en l'occurrence deux, pour être capables de donner forme à mon texte dans une autre langue. Et c'est, pour moi, il y a une part de création très, traduction, c'est aussi création. Il y a une part de création très essentielle, vous voyez. Je suis complètement admirative de ça parce que ça veut dire une intimité, voilà, c'est ça. Ça veut dire une intimité avec les deux langues dont je suis totalement incapable. Et je suis bien placée pour savoir à quel point il faut traquer le mot, le chercher, aller le chercher, le faire sortir, l'amadouer, l'apprivoiser, vous voyez. Alors quand on fait ça dans une langue, c'est déjà toute une affaire, hein. Mais alors quand on doit le faire en lancer comme ça dans un exercice de va-et-vient entre deux univers de langue, c'est totalement vertigineux en fait. Moi, ça me donne le vertige. Oui. Et en plus, c'est frustrant parce que je ne sais pas votre langue, je ne sais pas davantage, je baragouine un peu d'anglais, point final, donc je ne sais pas l'italien, etc. Donc, je ne peux pas lire mes textes dans une autre langue, non plus. Donc, je ne saurais jamais quel voyage ils ont fait et quel visage ils ont pris. Je ne saurais pas. Heureusement, il y a l'imagination qui vous le permettra, n'est-ce pas? D'autres questions ou remarques peut-être? Oui? Oui, vous avez dit que vous vous sentez proche de Pierre Michon et de Bergogneau, entre autres par le style, hein, je pense, et eux aussi demandent du travail de la part du lecteur. Hein, c'est pas toujours évident pour la moyenne la majorité, je pense, des lecteurs et lectrices de lire leurs œuvres. Ils sont, enfin, tous les deux aussi, Miette de Bergogneau et Lévi minuscule, hein, ça joue dans la
campagne profonde, on peut dire. Hein, il y a les mêmes thèmes en partie. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu familier aussi de l'œuvre de Annie Ernaux, qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature, qui fait aussi tout un travail sur le style. Je serais curieuse de savoir comment... Oui. Alors, je vais vous dire, Annie Ernaux, donc, hein, si j'ai bien compris. Alors, dès la publication de mon premier livre, donc en 2001, hein, donc il y a 21 ans, on m'a immédiatement parlé d'Annie Ernaux. Immédiatement. Pas tellement pour des questions liées à une communauté de langue, hein, puisque celle que j'écris peut paraître beaucoup moins épurée, moins blanche que celle que Annie Ernaux écrit. En revanche, on m'a parlé d'elle tout de suite parce que nous partageons cette histoire de transfuges sociaux, c'est-à-dire le fait d'être passé par les études d'un milieu à un autre. Et ensuite, deuxième étape, de s'être engagé dans un travail d'écriture, elle et moi et beaucoup d'autres, hein, où il est question du milieu d'origine. Voilà. Hein. Il y a deux éléments. Il y a sociologiquement, nous sommes des transfuges, nous avons changé de milieu par les études, c'est extrêmement banal dans la population française, hein, chez les femmes dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est très très banal. Ce qui l'est peut-être un peu moins, c'est d'en faire du matériau d'écriture. En ce qui la concerne et en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que ça ne m'a jamais quitté depuis mon premier livre. Et là, évidemment, il y a, avec l'attribution du Nobel à Annie Ernaux, la question revient systématiquement. Hein. Donc, je me sens j'ai été très, concernée par certains livres d'Annie Ernaux. Hein. La Place, par exemple, ou celui de 2008 qui s'intitule Les années, qui pour moi est son plus beau livre. Voilà, hein, j'imagine que certains d'entre vous le connaissent, l'ont lu ou vont le lire. Il y a d'autres aspects de l'œuvre d'Annie Ernaux qui m'intéressent beaucoup moins, voire même dans lesquels je n'entre pas du tout. Voilà. Et en ce qui concerne le rapport au lieu et au milieu d'origine, nous avons déjà eu l'occasion, elle et moi, d'en parler d'ailleurs, hein. Puisque je la lis, certes, elle est mon aînée et c'est une œuvre considérable, mais elle me lit aussi. Et il y a une grande différence, c'est que Annie Ernaux, et elle en parle très bien, hein, écrit autour de la honte liée au milieu d'origine. Et en ce qui me concerne, je le lui ai dit, et je l'ai souvent dit et même écrit, je n'ai pas vécu cette honte. Je ne suis pas passée par la honte. Voilà. Et c'est une énorme différence, hein. Énorme. Ça a même des conséquences stylistiques profondes. Puisque Annie Ernaux dit, elle n'est pas la seule, hein, que pour elle, la langue d'un Flaubert, par exemple, c'est une langue connotée, c'est la langue bourgeoise, c'est la langue de l'ennemi de classe. Bon, ben moi, je ne vois pas la langue de Flaubert comme ça. Pour moi, ces catégories-là n'entrent pas dans mon travail de langue. Voilà. Vous voyez, donc, il y a une différence, j'ai presque envie de dire, d'orientation politique. Il y a une dimension dans le travail d'Annie Ernaux qui est très politique dès le début. Et moi, je mets très longtemps, je dois être complètement idiote, hein, mais avant de percevoir la dimension politique de mon travail d'écriture. Je mets très longtemps. Tandis que chez elle, c'est conscient dès le début. Et il y a même, elle ne s'en cache pas, il y a chez Annie Ernaux une part de, c'est une militante, voilà. Hein. Et ça signifie quelque chose dans son écriture. Ça n'est pas du tout mon cas.
Vous n'êtes peut-être pas militante, mais votre œuvre est très politique quand même. Surtout à notre époque. Je n'entends pas, pardon. Votre œuvre est quand même très politique, Marie-Hélène. D'accord. Oui, vous n'êtes peut-être pas militante, mais vous êtes très politique. Oui, surtout de nos jours. La nature, l'écologie, l'agriculture, le climat, ça entre directement dans votre thématique. Oui, je suis d'accord. Mais si vous voulez, cette dimension politique de mon écriture, j'en ai eu conscience, ça peut paraître stupide de ma part, mais j'en ai eu conscience tardivement. Mais évidemment que écrire de manière générale, de toute façon, est un acte qui s'inscrit dans le collectif, donc c'est un acte politique. Mais écrire ce que j'écris, ça l'est totalement. Ben oui. Mais je n'en avais aucune conscience quand j'ai commencé, alors que j'avais déjà 34 ans. Bon, ça ne plaide pas en faveur de ma lucidité, mais c'est comme ça. Et j'en ai pris conscience petit à petit. Et pour moi, évidemment, notamment le rapport au paysage, le rapport aux animaux, le rapport aux techniques de travail des paysans. Qu'est-ce que c'est qu'une paysannerie comme celle dont je parle et dont je témoigne en regard de l'agriculture industrielle? Voilà, toutes ces questions-là traversent évidemment mes livres. Mais je n'ai pas du tout la même façon de les empoigner que, par exemple, Annie Ernaux, ou bien un auteur dont je ne sais pas s'il est traduit chez vous et lu chez vous, mais qui pour moi est un auteur important, qui s'appelle Jean-Baptiste Delhameau. Oui, il a traduit. Ouais. Voilà, Règne animal, par exemple, c'est pour moi un livre considérable qui empoigne ces questions-là d'une façon qui n'est pas du tout la mienne, mais que je trouve extrêmement forte. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, René? Oui. Tu auras le micro? Oui. Oui, je voudrais poser la question de votre nouveau livre. Vous dites que vous prenez beaucoup de temps à ruminer, mais est-ce qu'on peut attendre peut-être un nouveau livre d'ici quelque temps? René vous demande si il y aura un nouveau livre de votre part assez bon. Si oui, quand? Oui, alors un nouveau livre, hein, c'est ça, oui. Ah oui, ça. Il y en a même un qui est totalement dans les tuyaux. Enfin, il sort début janvier. Donc, il est écrit. Il m'inutile de vous dire. Il est en cours de fabrication. Il est terrible. Il est très court, 128 pages. Il s'intitule Les sources. C'est un titre très doux pour un livre qui ne l'est pas du tout. Aïe. Pardon? Non, rien. Aïe, je dis juste ça. Voilà. Et c'est un livre qui a une particularité, c'est que il est venu, ce texte, hein, il est venu, s'imposer, alors que j'avais prévu, avec mon éditrice, nous avions prévu de publier en janvier 2023 un livre de nouvelles. Je tiens beaucoup à la nouvelle et je n'en avais pas publié depuis longtemps. Et donc, j'avais composé un livre de nouvelles. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que ce livre de nouvelles ne m'était pas nécessaire, que je m'en fichais complètement et que je ruminais un autre texte qu'il me fallait écrire, même si je savais que ça allait être terrible de l'écrire, très douloureux de l'écrire. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit à mon éditrice qu'on ne publierait pas le livre de nouvelles et j'ai écrit l'autre livre, le terrible. Je l'appelle le chantier violent. Comme ça que je l'appelle.
même s'il a un titre très doux. Voilà. Et j'ai senti que si je ne l'écrivais pas, je n'écrirais plus. Ça serait fini. C'est-à-dire que tous les livres que j'aurais pu écrire auraient subi le sort du livre de nouvelles. C'est-à-dire qu'ils auraient éclaté en plein vol. Parce qu'il fallait d'abord faire ça. Donc j'ai fait ça. Et ça sort bientôt. Ça me terrifie un peu, mais ça sort bientôt. Là, on va tous l'attendre impatiemment et je suis certaine que votre éditeur néerlandais, qui sourit là, incroyablement bien et large, 128 pages, c'est parfait pour lui, je dirais. Et la violence et la blessure, j'imagine qu'il s'agira d'une blessure. Oh là là, oui. Bon, je vais donner, sauf s'il y a une question brûlante encore parmi vous. Non. Dans ce cas-là, c'est à René que je vais donner le micro. Le René de la librairie qui va vous parler. Merci Margot. Bon. En tant qu'être la Renée de la librairie, je peux vous donner virtuellement le prix du cercle de lecture Athénéum, ce qui consiste dans une cette proclamation, voilà. Ah oui, c'est un diplôme. Un diplôme, c'est ça. Ah, j'adore les diplômes. Oui, un diplôme. Je suis restée très scolaire, moi. Très scolaire. Et ça comprend les années de Covid. Alors, c'est 2020 jusqu'à 2022, jusqu'à maintenant. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux vous offrir virtuellement, emballé très... Voilà. Où est-il? C'est une affiche faite par... voilà. Merci Margot. Voilà. C'est une affiche de la librairie Athénéum, faite par un artiste, Joost Veerkamp, qui a gracieusement rendu le copie. Et je vais vous envoyer ça. Merci. Parce que. Et oui. Voilà. Je dois remercier. Merci. Et... Désolée que ce soit virtuel, simplement. C'est très frustrant pour tout le monde. Je vais vous envoyer ça et je vais vous dire que je suis très très content qu'on a pu faire ce Zoom et que toute la salle est ici pour cette rencontre. Et un grand merci à Margot d'être ici. Oui. Et merci beaucoup, Margot. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, on se reparle. Et merci à René, évidemment, également, qui a tout organisé. Hein. D'habitude, Marie-Hélène, il y a bien sûr une signature maintenant. Les gens sont là, ils vont acheter des livres, ils vont vous demander une signature. J'adore les signatures. Mais là, j'ai une proposition très pratique. Est-ce que vous pourriez vous procurer quelques étiquettes à Paris, mettre votre signature dessus et l'envoyer à la librairie? Comme ça, les gens qui vont acheter vos livres pourront avoir une étiquette label avec votre signature. Je vous jure qu'on ne va pas faire des choses bizarres avec. On va faire ça. Et vous m'indiquerez dans un message où je dois envoyer, mais je vais faire ça très volontiers. D'autant plus que j'ai une signature très, très, très spectaculaire.
Bravo. Qui est très spectaculaire. Mais si j'arrivais à la faire, mais ça va. Si je la fais là sur un carton, attendez, je vais essayer. Mais voilà, comme ça. Attendez, je vais la faire en gros, comme ça vous allez voir. Après, je vais la montrer. Virtuel. Hop, attendez. Toc, Ah toc. oui. Est-ce qu'on la voit? Wow. Voilà. C'est ça. Là, ma on veut signature. tous la voir, votre signature. Voilà. Elle est quand même. Hein? Spectaculaire, effectivement. Oui. Oui. Donc, je vais. On va faire ça. Oui, oui. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, Marie-Hélène, virtuellement. Et on espère quand même vous accueillir une autre fois en physique Aussi, je pour l'espère votre vraiment. prochain livre. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de grève tous les jours. Merci et à bientôt, j'espère. Merci. Merci à vous. C'est un peu gênant maintenant. On peut terminer. Terminer le... Au revoir. Au revoir.